Sunday Night Production. Je pense que beaucoup veulent copier l'entraînement qu'on peut avoir sur piste, sur route, sur un entraînement d'ultra. Mais pour moi, je suis pas entraîneur, hein. Peut-être que je vais en choquer certains, mais pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Je comprends des gens qui ont besoin d'avoir leurs repères sur la piste, de savoir qu'ils sont en forme, d'aller faire un 400, mais honnêtement, ça fait bien 3 ans que je n'ai pas mis des pieds sur la piste, par exemple. La Diagonale des Fous vient de se terminer. Mais sur Ultra Talk, nous prolongeons la magie de cette course mythique. Chaque samedi du 4 au 25 novembre, Guillaume part à la rencontre des athlètes qui ont affronté l'une des courses les plus exigeantes au monde. Alors tenez-vous prêts à vivre des sensations fortes. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ultra Talk. Je suis Guillaume, votre hôte pour cette série de podcasts enregistrés depuis l'île de la Réunion à l'occasion du Grand Raid. Pendant tout le mois de novembre, on fait durer la passion de l'Ultra Trail avec des athlètes hors du commun. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Camille Bruas, ultra trailleuse de haut niveau, membre de la team Salomon. Salut Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Salut à tous. Bon écoute, je vais bien, hein, tu vois, là on est quand même bien calé, face à la mer, coucher de soleil, on peut pas vraiment se plaindre quoi. C'est vrai que pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs et auditrices, alors là on est dans une très très belle maison sur une terrasse avec une vue panoramique sur l'océan Indien. Il y a le coucher de soleil juste face à nous, c'est un cadre assez incroyable. Je pense que c'est la première fois que j'organise un podcast dans ces conditions. Si vous pouvez tous être les mêmes, je signe sans problème. Alors, ravi de t'accueillir dans le podcast à l'occasion de ta participation sur la Diagonale des Fous. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on explore un peu ton histoire, le lien aussi que tu entretiens avec la course à pied, parce que tu as un parcours assez atypique chez les traileuses. Mais avant de plonger dans tout ça, dans ton parcours, j'aimerais qu'on ne pouvait pas commencer notre échange sans justement parler de cette magnifique île de la Réunion, parce que je crois savoir que tu as vécu ici pendant près de 3 ans. Et du coup, comment est-ce que quel lien, quel souvenir tu gardes un peu de l'île intense ? J'imagine que tu reviens ici avec beaucoup d'émotions. Ouais, je vois que t'es bien renseigné. Donc ouais, plein d'émotions parce qu'en fait ça fait quand même 5 ans, le temps passe vite qu'on n'est pas revenu ici. Donc ouais, ça fait toujours plaisir de revenir à des endroits. Là, forcément, on est revenu dans le coin voir les copains où on habitait tout le temps, où on passait tout le temps. Donc ouais, c'est super chouette. Et puis, comme tu le dis, on a quand même on a eu une très belle qualité de vie. Je dis pas qu'en métropole, il n'y a pas une bonne qualité de vie, mais ici, elle est quand même extraordinaire. Avec des bonnes températures toute l'année, un cadre de vie qui est quand même exceptionnel. Donc ouais, c'est sûr que ça fait plaisir, surtout à cette période-là de l'année en métropole. Et pour les entraînements, c'était pas trop humide, trop chaud. Souvent sur les îles aussi, il peut pleuvoir. On peut partir d'un coin de l'île, il fait très beau, un grand soleil, et puis quelques kilomètres plus loin, c'est des averses de pluie. C'était pas trop gênant cette partie climatique pour t'entraîner ici sur une île ? Ouais, si, la Réunion, c'est très particulier. En vrai, en plein été, janvier-février, on préférait franchement être en métropole parce qu'en plus, on adore l'hiver. Mais ouais, c'est très très chaud et tu vas t'entraîner entre 6h, 5h, 6h, 7h. Moi qui suis pas du matin, c'était quand même compliqué à cette période-là de l'année. C'était très dur, des entraînements très très durs. Où effectivement il fait chaud, où tu sues, donc il fallait vraiment adapter les horaires. Donc ouais, ça c'est sûr que ça fait partie des choses qui sont un peu pénibles à gérer, mais c'est pas toute l'année. Il y a une grosse partie de l'année où quand même c'est très clément, et effectivement il y a la saison des pluies aussi, donc avec les cyclones qui vont avec. Donc ouais, janvier, février, mars, en gros c'est 3 mois où ouais, moi je réduisais un peu l'entraînement parce que sinon en fait tu te crames clairement complet quoi. Il faut savoir s'adapter, mais c'est souvent une règle dans le trail et même sur toutes les disciplines sportives. Alors en plus de bien connaître l'île de la Réunion, tu es aussi très habitué des sentiers réunionnais et des épreuves du Grand Raid, parce que en 2007, tu as remporté la Mascareigne, une épreuve de 71 km avec 4000 mètres de dénivelé positif. L'année suivante, tu augmentes un peu la distance et la difficulté. Tu remportes encore une fois le trail du Bourbon. Alors là, on allonge un peu, 109 km, et là, on passe à 6260 mètres de D+. En 2018, tu as participé pour la première fois au format mythique, historique, la Diagonale des Fous, avec ses 165 km, 10 000 mètres de D+. Voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ce parcours. Et c'est vrai que cette course, la Diagonale, elle est réputée
et d'ailleurs un peu tous les trails réunionnais, ils sont réputés pour être peut-être les plus difficiles au monde, en raison notamment de leur technicité, des conditions météorologiques aussi qui peuvent être assez extrêmes sur l'île. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que la Diagonale des Fous, c'est peut-être l'une des courses les plus exigeantes sur le circuit ultra? Oui, c'est une course très exigeante avec une équation assez difficile à résoudre en termes de durée de course, de technicité du terrain, de météo. Après, j'ai expérimenté l'année dernière la Western States aux États-Unis, qui est aussi une course, clairement une équation aussi très difficile à résoudre. En plus. Tu as un peu d'altitude au début, tu as des conditions climatiques qui sont très dures avec des chaleurs plus élevées que la Réunion. Clairement, il fait 40 degrés et c'est une chaleur très sèche. Donc en fait, ça dépend vraiment aussi des corps. Hein. Il y a des corps qui vont supporter la chaleur sèche et pas la chaleur humide, et d'autres, ça va être l'inverse. Donc oui, ça fait partie d'une des courses les plus dures. Mais franchement, la Western est pas loin derrière, et il y en a que j'ai pas encore expérimenté. Donc c'est dur de comparer les ultras, parce qu'un ultra, ça reste une course à part entière, et à chaque fois, il y a des particularités. Donc, mais oui, elle fait partie des plus dures. C'est vrai que la Western, en plus, il y a moins de densité parce que vous n'êtes pas nombreux. Je crois qu'il y a 300-350 coureurs. Chez les filles, vous êtes encore... il y a beaucoup moins de densité. Il n'y a pas forcément le public réunionnais qui est là pour mettre l'ambiance. Donc, c'est vrai que voilà, ce public, il te permet aussi de te transcender. Donc, c'est vrai que c'est des difficultés en plus. Mais en tout cas, tu confirmes que c'est une épreuve très exigeante et sûrement parmi l'une des plus dures. Alors, on va revenir un peu plus tard dans l'émission sur la Diagonale. Mais avant ça, je l'ai promis en introduction, on va se plonger, on va s'intéresser à ton histoire assez atypique, parce que peu de gens le savent, mais tes premières expériences sportives, tu les as débutées non pas en course à pied, mais dans le basketball. Tu as pratiqué, je crois, pendant près de 10 ans ce sport. Et c'est plutôt rare de voir des athlètes élites émergeant de sports collectifs. On peut en voir qui ont un passé de cyclistes, de biathlètes, de skieurs, mais c'est vrai que sur les sports co, à très haut niveau, en tout cas, c'est assez rare. Et c'est vrai aussi que dans l'inconscient collectif, la morphologie de la joueuse, du joueur de basket, elle est souvent perçue comme étant très différente du coureur ou de la coureuse d'endurance. Et des fois, on peut un petit peu complexer. On se dit, est-ce que vraiment j'ai la morphologie pour ? On entend souvent même des footballeurs dire, moi je suis pas taillé pour la course à pied. Toi, en tout cas, tu sembles assez éloigné de ces préjugés au vu de ton parcours. Alors, est-ce que tu penses que cette transition un peu du basket vers la course à pied, comment est-ce que tu l'as vécue ? Et surtout, est-ce que tu avais des appréhensions, toi aussi, en ta capacité à être très doué en course à pied, alors que tu venais du basket ? Est-ce que tu avais des appréhensions aussi par rapport à ça ? Non, j'avais pas vraiment d'appréhension, parce que j'ai toujours aimé courir en fait. Au basket, en sport co, on passe 3 mois de l'été, juin, juillet, août, à se préparer physiquement, et on faisait de la course à pied. Mes copines, elles détestaient ça et moi j'adorais, parce qu'en fait je courais déjà, je suis née en campagne. Si je voulais avoir les copines, c'était soit en vélo, soit en courant, soit en marchant. Donc en fait j'avais pas trop le choix. Et du coup, non, c'était pas vraiment ça. Ça s'est fait assez naturellement en fait, parce que en basket, mine de rien, on court quand même beaucoup. Moi, j'étais ailière, c'est un poste où on fait des allers-retours non-stop sur le terrain. Alors, à haute intensité, ce que je ne fais plus du tout. Du 30-30 d'ailleurs en basket. Beaucoup de 30-30, ce que je ne fais plus du tout, clairement. Mais voilà, et puis j'avais une endurance, je pouvais enchaîner 2 matchs, samedi, dimanche, on m'appelait 4 cœurs, 3 poumons. Enfin bref, j'avais déjà des prédispositions d'endurance par rapport à d'autres en fait dans une équipe. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout, donc par rapport à d'autres qui étaient plus costaudes. Donc même physiquement, déjà en ultra, on retrouve tous les gabarits. Clairement, il n'y a pas de complexe à avoir, parce qu'on retrouve de tous les gabarits. Ça, c'est une idée reçue alors. Il ne faut pas être Pour moi, c'est vraiment une idée reçue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Enfin, je trouve que vraiment dans l'ultra, c'est le sport où on retrouve toute morphologie, et il n'y a pas de prédisposition. On ne peut pas écrire tiens, toi tu crois. Enfin, en ultra, ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a énormément de randonnées, il n'y a pas que de la course. Mais t'es grande. Et voilà, t'es grande, tu fais 1m78, donc c'est pas non plus 1m90, mais voilà, 1m78. Et c'est vrai que
il y a la gravité quand on doit monter, et on pourrait se dire plus on est petit, moins on subit la gravité, mais c'est pas forcément vrai, parce que tu as aussi plus d'amplitude, tu as d'autres qualités en fait. Et d'ailleurs François Daen, il est aussi très très grand. Il n'y a pas que des petits Xavier Thévenard sur Ultra Trail qu'on peut penser, ou des Kylian Jornet. Aujourd'hui, même en étant grand, ça peut rassurer aussi ceux qui nous écoutent, voilà, il y a plein de personnes plus grandes, et c'est aussi une force. Exactement, non, il y a vraiment tous les gabarits. Autant au basket, d'être grand, ça aide quand même vraiment. Autant, du coup, j'ai changé pour un sport où peut-être que ça m'aide moins, mais malgré tout ce qu'on peut penser, non, il n'y a pas de gabarits qui feront que vous serez des champions en ultra trail. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené? Parce que je crois qu'au début, tu continuais le basket quand tu as commencé à courir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer ce sport? Surtout que on sait que les genoux aussi chez les basketteurs comme chez les tennisman peuvent être un petit peu sensibles, et des fois on déconseille à tort ou à raison aux tennisman, aux basketteurs, tous ceux qui ont des sports d'appui, d'aller vers la course à pied qui peut être réputée comme traumatisante aussi pour les articulations. Je te pose la question parce que je sais que tu es kiné aussi. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré du coup? Est-ce que tu n'avais pas peur justement un peu de créer des blessures? Quand on est très spécifique sur un sport, ça peut aussi être délicat de vouloir changer. Ouais, moi la transition elle s'est faite quand même aussi progressivement. Je pense que c'est là aussi la clé, c'est-à-dire que oui, faire du on-off c'est jamais bon pour les articulations, pour tout ce qu'on veut. Moi elle s'est fait assez progressivement. En fait, c'est surtout une question d'organisation, c'est-à-dire qu'un sport collectif ça demande quand même d'être exigeant sur 3 entraînements en semaine, où moi je faisais mes études de médecine. Ça devenait quand même compliqué de faire les études, d'aller s'entraîner 3 fois par semaine sur des entraînements qui sont quand même longs, plus les matchs le week-end. Et voilà, c'est une question d'organisation, un sport individuel à côté de la maison était beaucoup plus simple. Donc en fait, j'ai commencé comme ça, surtout quand j'étais en médecine. Et après, avec les études de kiné, c'est quand même des études qui prennent du temps. La bringue prend beaucoup de temps également. Et j'arrivais plus à aller aux entraînements, en fait. Et je me sentais pas de faire les matchs vis-à-vis des collègues. Ça se fait pas du tout, même si j'avais ma place dans l'équipe. Je me sentais pas à ma place, quoi. Donc, du coup, j'ai de plus en plus fait de l'athlétisme, là où j'avais des copains qui allaient. Et en fait, en athlétisme, j'ai assez vite retrouvé cet esprit d'équipe sur les interclubs, l'été, par exemple, des choses comme ça. Et ça m'a assez vite plu, en fait, sur la piste, à tourner autour d'un stade, parce que de toute façon, j'avais pas des masses de temps de m'entraîner à cette époque-là non plus. Donc, c'était surtout une question d'organisation. C'est vrai que c'est pratique parce que on n'a pas besoin d'avoir des amis pour aller jouer. On est libre de pouvoir aller s'entraîner quand on veut, ce qui n'est pas forcément le cas quand on fait un sport co. D'ailleurs, il y a beaucoup même d'anciens footballeurs qui commencent justement la course à pied, souvent avec l'arrivée du premier enfant, parce que on commence à vouloir faire des matchs et puis on est planté par les amis un peu à la dernière minute. Ça crée des frustrations et les gens se disent allez, j'en ai marre, je vais faire un sport où j'ai besoin de personne. Et c'est vrai que la course à pied, des chaussures, peu importe où on est, on peut courir. Et c'est vrai que le côté pratique, c'est quand même vraiment une force de ce sport. Alors, tu en parlais un petit peu. Ta première incursion dans le monde de la course à pied, elle s'est pas faite sur les sentiers de trail, mais bien sur les pistes d'athlétisme. Tu as très vite pris une licence, tu t'es entraîné, tu as fait, comme tu dis, les meetings, les interclubs, tu as eu des beaux résultats, 10-20 sur 3000 mètres, 38 sur 10K, plusieurs participations aux interclubs, mais aussi au cross. Je crois que tu t'es essayé un petit peu sur les labours de cross. Aujourd'hui, est-ce que l'athlétisme quand même te manque un petit peu, ou tu as définitivement tourné la page pour te concentrer sur le trail running? Ouais, non, l'athlétisme ne me manque pas du tout. Je suis hyper contente vraiment de l'avoir vécu, ces moments sur la piste, ces moments sur route, dans la boue, dans les crosses. Franchement, j'ai aucun regret, j'aimais beaucoup. Mais non, je crois que tu es gentil en me disant que mes résultats étaient corrects. Pour un début, parce que je pense que tu n'as pas non plus non, mais j'ai faire pas 10 minutes sur 3000, disant certainement si tu avais persévéré, je pense que tu aurais pu. D'ailleurs, François Daen, on parlait tout à l'heure, il faisait aussi un peu 3000 mètres steep, lui, je crois. Il en parle pas beaucoup, mais pourtant il vient bien de ce monde-là, lui aussi. Oui, mais c'est sûr que je sais que j'aurais pas fait des années et des années là-dedans. Enfin, je pense que je me serais assez vite ennuyée, surtout maintenant quand je comprends pourquoi je fais de l'ultra et qu'est-ce qui m'anime dans ce sport-là. C'est vrai que sur la piste, on fait partie de la même fédération française d'athlétisme, mais on ne fait quand même pas du tout le même sport. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que quand même tes années d'athlète t'ont aidé à
parce que tu atteins quand même très vite le haut niveau en trail. Je crois que ta participation en 2016 au Trail des Bourbons, c'est ton premier. Enfin, tu vas très vite quand même atteindre des très très bonnes places sur trail. Et cette transition justement athlée route trail, elle est loin d'être évidente. Et beaucoup se sont cassés les dents justement. Toi, ça n'a pas été le cas. Est-ce que tu penses quand même que ça t'a aidé, que tu as pu transférer un peu ce que tu avais appris sur piste, sur route, vers le trail? Parce que encore une fois, c'est plutôt l'exception. Ouais, alors je pense que effectivement j'ai transféré assez vite, mais parce que en fait c'est là où je m'exprimais le mieux en termes de distance et j'ai très vite vu que sur piste et sur route je plafonnais assez vite. J'aurais pu m'entraîner pendant 10 ans, je suis pas vraiment sûre que c'est pas là en tout cas où je m'exprimais le mieux, parce que tout le monde me dit ouais, t'es arrivé sur le long très vite et tout. Je disais ouais, en fait c'est juste en testant les différentes distances, en allant voir un peu qu'est-ce que je pouvais aller chercher, là où je m'amusais le mieux, là où j'arrivais à m'exprimer le mieux, que j'ai compris là où je pouvais m'exprimer le mieux. Et en fait c'est ça que je dis aux gens, c'est pas forcément qu'il y a une progression rapide, c'est juste que j'ai testé et là j'ai vu où je pouvais m'exprimer au mieux entre guillemets, et surtout ce qui m'animait le plus. Effectivement, c'est vrai que quand tu t'es lancé sur trail, on aurait pu penser que tu commences sur des formats plutôt courts, mais tu es très vite allé vers l'ultra distance. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a séduit sur l'ultra distance? Parce que c'est vrai qu'intuitivement on aurait pu t'imaginer sur trail court, vu que tu venais de la piste et du cross et tout ça quoi. Bah déjà, pour remettre un peu dans le contexte, c'était effectivement à La Réunion. Je suis arrivée, je faisais encore de la piste et de la route. Et en fait, sur l'île, il faut savoir que les compétitions piste et route se font quand même assez rares. La densité en termes de niveau chez les filles, il y en a, mais elle n'est pas extraordinaire. Donc en fait... À l'époque, ouais. À l'époque. Ouais, là, il y a encore des jolis chronos, mais ça vaut pas des 10K en métropole où il y a toujours un énorme niveau sur toutes les courses, quoi. Mais parce que ça vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens qui font du trail et qu'il y a beaucoup de gens qui font d'autres sports, et c'est une île, quoi. Ils sont pas non plus des milliards par rapport à la métropole. Donc en fait, c'était effectivement, j'ai été longtemps licenciée et même encore très récemment dans un club d'athlétisme, mais c'est vrai que très vite, en fait, les copains faisaient du trail, j'ai voulu m'aligner sur des courses de trail. Et sur route, c'était pas la folie, quoi. Les 10K, c'était 3 boucles à Saint-Paul. Alors, c'est sûr qu'on est en bord de mer et tout, c'est cool, mais c'était pas vraiment... Moi, je voulais découvrir l'île. J'arrivais sur l'île, je voulais aller dans les sentiers de Mafat. Seul moyen de découvrir l'île ici, c'est de courir dans les sentiers, quoi. C'est pas de courir sur la route ou sur une piste à tourner en rond, quoi. Donc c'est vraiment ça qui m'a animée, et en plus de ça j'avais vraiment les copains qui nous emmenaient partout, sur tous les trails, sur toutes les courses, et il y en a un paquet. Pour le coup, l'île est petite, mais il y a des trails, alors il y en a un peu moins depuis le Covid, mais il y a vraiment des trails tous les week-ends organisés dans tous les villages. Donc c'était vraiment un des moyens. Et puis après aussi en challenge, en arrivant, je sais pas quelle idée nous a pris, mais on s'était inscrit, mon copain faisait le trail du Bourbon et moi la Mascareign, donc la petite course du Grand Raid, mais qui fait quand même 60 bornes. Course, là, c'est quand même, on parle de et là franchement je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de m'inscrire à cette course, j'étais pas du tout prête, hein. Franchement je faisais des 10 km et des 3000 sur piste, quoi. Donc voilà, on est arrivé un peu avant, un mois avant, et puis mon copain s'entraînait pour le 100 bornes, donc j'avais fait quand même quelques sorties un peu avec lui, mais voilà, je m'étais surtout bien reposée parce que lui il se reposait beaucoup pour le 100. Et puis voilà, ma grande surprise, je remporte cette course, mais vraiment, je sais même pas comment, quoi. Donc ça a un peu aussi enclenché toutes nos relations qu'on a eues ici. Déjà, s'intégrer sur l'île, c'est très facile. C'est vrai qu'il faut le vivre pour comprendre, mais tout le monde le dira. C'est-à-dire qu'ici, on arrive, on est déjà intégré, qu'on soit... métro, qu'on soit créole, qu'on soit... Enfin, il y a pas de différence, quoi. Les gens sont vraiment très, très accueillants. Et du coup, ça a été hyper simple. Et en plus, je venais de remporter la Mascareign. Donc très vite, voilà, des sponsors qui sont venus me contacter, des clubs. Tout de suite, on a rencontré énormément de gens, ce qui a fait qu'on est resté 3 ans, parce que moi, je voulais vraiment vivre cette opportunité-là et cette aventure-là que j'avais à vivre. Ce qui m'a emmené sur le Trail du Bourbon et sur la Diagonale des Fous. C'est dingue, c'est un concours de circonstances. En fait, c'est pas du tout un plan de carrière où tu t'es dit je vais faire ça, après je vais faire ça, la transition je vais ultra traileuse par accident. Tiens, ce sera le titre de l'épisode, je pense, ça marchera bien. Mais c'est dingue, c'est un super parcours. Et puis cette envie de découvrir, cette curiosité, franchement, qui t'a amené sur Ultra. Donc, ouais, et avec réussite, c'est surtout ça. Hein, c'est que surtout, t'as
C'est un peu ce que je disais au début là sur une des questions, c'est-à-dire que voilà, j'ai voulu saisir toutes les opportunités. Moi, je fonctionne un peu comme ça, on va dire, toutes les opportunités qui s'offraient, et voilà, ça m'a amené à la Diagonale des Fous, et ça m'a aussi amené à me découvrir moi-même et à me dire, ok, c'est là où tu te fais le plus plaisir, qu'est-ce qui te fait vraiment rêver, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, et est-ce que sinon je serais retournée sur la piste si ça me faisait, enfin clairement j'ai pas fait ça parce que j'avais gagné les courses, hein. J'ai fait ça parce que vraiment ça m'amusait et que je voulais aller voir là où je pouvais m'amuser et performante, parce que et voilà, et la performance fait, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi dans l'ultra une grosse part d'envie et voilà, l'envie de découvrir, de partager et de s'exprimer là où on a envie de s'exprimer, quoi. Alors, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, parce que ça m'intéresse qu'on approfondisse un peu plus ce sujet-là. Tu me dis, la course sur route, l'athlé, le trail, c'est pas le même sport. Est-ce que tu penses quand même que, vu que tu as une bonne connaissance de l'entraînement, est-ce que tu penses quand même qu'il y a... Quelle différence tu vois déjà dans la manière de s'entraîner sur route ou la manière de t'entraîner sur trail? Est-ce qu'il y a des choses qui sont transférables et qu'on va retrouver dans les deux disciplines? Toi qui as un peu cette expérience-là, quelle différence tu vois foncièrement en matière de vision de la préparation et de l'entraînement? Plus ça va et moins je vois de similitudes. Les mondes se croisent, mais ouais, moi quand je te dis je trouve qu'il y a de moins en moins de similitudes, c'est-à-dire que je pense que beaucoup veulent copier l'entraînement qu'on peut avoir sur piste, sur route, sur un entraînement d'ultra. Mais pour moi, je suis pas entraîneur, hein, peut-être que je vais en choquer certains, mais pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. On peut prendre une école de course, une manière de courir sur piste, mais ça s'apprend pas à 40 ans, quoi. Donc ça s'apprend. Ouais, moi je pense que la piste m'a apporté ça, m'a apporté des bases éducatives, des bases de la vitesse, de pied, de vitesse pour être économe, mais en aucun cas. Alors je l'ai fait sur les années de transition, hein, quand je comprends, hein, des gens qui ont besoin d'avoir leurs repères sur la piste, de savoir qu'ils sont en forme, d'aller faire un 400, mais honnêtement ça fait bien 3 ans que je n'ai pas mis des pieds sur la piste, par exemple. Même des chronos sur route, j'ai plus aucune idée de savoir quelles sont mes références sur route, parce qu'en fait c'est quand même très différent, hein. Il faut sans cesse adapter en ultra. Vous pouvez très bien courir sur tapis de course très très vite, mais en fait c'est pas la réalité, parce que sur des sentiers comme à La Réunion, il y a des cailloux, il y a de la boue, il y a des racines, enfin jamais on va courir sur un tapis de course, quoi. Donc en fait il va y avoir peut-être, parce que ça reste quand même de la course à pied, mais en ultra on doit vraiment s'adapter au relief, aux conditions, à l'alimentation, au sommeil, au mental. Mais est-ce que c'est pas aussi... Moi ça m'intéresse parce que justement là je me rends compte qu'on n'a pas vraiment la même perception du truc, et je vais creuser un peu ça, mais moi je suis d'accord en partie avec ce que tu dis, et un autre partie où je vais nuancer un petit peu. Je pense qu'effectivement l'expérience sur ultra c'est décisif. Ça veut dire que finalement c'est la capacité à ne plus courir et à savoir gérer son effort. Donc il y a aussi une intelligence de course qui est très très différente, et c'est souvent là d'ailleurs où les coureurs sur route, parce qu'ils n'arrivent pas à pas courir, parce qu'ils n'ont pas aussi les mêmes sensations. Quand on l'a vu récemment avec Duncan Peria, je ne sais pas si tu as vu, mais et moi j'en ai discuté avec lui après sa course, et il m'a dit mais en fait j'étais à 3,45, j'ai pas du tout l'impression d'aller vite, et en fait j'étais complètement sans repère, et quand en fait je me rends compte du truc, il est déjà trop tard. Et donc cette intelligence de course, ce rapport à la sensation, il est radicalement différente, et c'est cette transition, c'est compliqué. Néanmoins, quand tu regardes et t'analyses jusqu'à Saint-Jacques, je prends l'UTMB, la Diagonale des Fous, ça n'a rien à voir. Clairement, c'est pas du tout. C'est vraiment une course très différente, très atypique, parce que tu cours pas beaucoup. Mais si tu prends le Western States, si tu prends l'UTMB, là par contre, quand tu analyses, je suis un amoureux de l'analyse, et quand tu regardes la vitesse et les cardio des coureurs, tu te rends compte que là, de toute façon, si tu n'es pas capable d'être dans le peloton de course, soit tu comptes sur un craquage des autres, mais donc tu fais ta course sur les autres. Alors, ça peut marcher. Ludovic Pomeroy, on voit qu'il arrive à revenir. Mais Ludo, il est très rapide, attention, hein. Mais tu vois que si tu n'as quand même pas une certaine puissance, aujourd'hui, t'es quand même largué, quoi. Franchement, il faut être honnête, faut dire les choses. Et c'est vrai que, voilà, il y a quand même certains... Le trail va de plus en plus vite. Il y a une densité qui est de plus en plus aussi importante. Aujourd'hui, tu vois le top 10 de l'UTMB. Là, les coureurs qui font le top 10, c'est limite, c'est des niveaux de fou, quoi. Moi, j'étais impressionné par le niveau qu'il y avait cette année. Donc, c'est pour ça où je trouve que certaines choses, ça se rapproche. Mais c'est vrai que ce serait un raccourci de penser que c'est transférable. Exactement.
pour compléter ce que tu dis, je pense qu'aussi c'est très athlète dépendant. C'est-à-dire que effectivement, celui qui court très très vite, qui vient de la route, sur une Western States, effectivement, on va peut-être plus s'en sortir. Mais s'il n'est pas adaptable à la chaleur, à l'alimentation, à tout ce que tu veux, c'est cuit. Donc en fait, il faut quelqu'un qui va être très adaptable. Ouais, il va devoir travailler peut-être un peu sa vitesse, surtout sur une Western States, et travailler des choses qu'il ne connaît pas et qu'il faut qu'il appréhende. Mais c'est très athlète dépendant, si je peux compléter ce que tu as très bien dit. Ouais, et puis de toute façon, il y a si tu prends 10 super marathoniens, si tu en as un ou deux qui sortira du lot et qui va réussir, et c'est pas forcément les 10 plus meilleurs. Il n'y a pas de règle. Ouais, ça va même être plutôt, c'est ça, mais voilà, mais c'est curieux de voir ça, et même d'ailleurs dans les chaussures, la conception, je sais pas si tu t'intéresses un peu à l'équipement aussi, mais on voit quand même que les mondes se croisent. Et même aussi on voit sur la manière, moi je vois que les séances sur côte, le dénivelé positif est aussi beaucoup plus présent aujourd'hui dans les courses sur route, donc on voit que c'est aussi dans les deux mondes ça fusionne, et je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner dans les 5-10 prochaines années. Je pense que c'est bien, de toute façon chaque milieu nourrit l'autre, et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la chose, mais il faut l'adapter aussi à soi, il faut l'adapter à son entraînement, à son mode de vie, à la course qu'on prépare, et à tout, et pas faire un copier-coller du plan d'entraînement comme quelqu'un lambda. Enfin, je pense il faut vraiment l'adapter. Mais oui, effectivement, on peut s'en nourrir, mais en aucun cas faire un copier-coller, quoi. Bon, de toute façon, c'est curieux de voir comment ça va donner, mais c'est clair que pas tout le monde tirera son épingle du jeu. En parallèle, alors on va revenir un petit peu sur ton parcours et sur ton histoire. On va laisser un tout petit peu le sport de côté, parce que j'ai remarqué quelque chose qui m'a un peu surpris. Je crois en 2018, tu quittes l'île de la Réunion pour t'installer à nouveau sur la métropole. Et quand tu reviens, en fait, alors je sais pas, t'es allé dans les Alpes, t'étais originaire de Saint-Étienne, mais quand t'es revenu, tu t'es installé où ? Alors quand on est rentré de la Réunion, on a acheté un van parce qu'on savait pas du tout où s'installer. Et puis mon copain il travaillait toujours pour une équipe pro de cyclisme, et là il rentrait et il voulait faire du H24 avec l'équipe, donc il était beaucoup absent. Et voilà, on savait pas où aller. Moi j'étais un peu nomade, lui il était jamais là. J'ai dit allez, on achète un van, et puis comme ça on peut bouger, et puis surtout découvrir plein d'endroits en France pour savoir peut-être un jour où est-ce qu'on veut habiter. Effectivement, on a pas mal parcouru les Alpes, mais on a aussi revu pas mal de copains, parce que on avait quitté l'île, on était 3 ans sur la Réunion, donc on a vu moins de monde et on a pu faire le tour des copains. Alors du coup, la vie en van, en Volkswagen California, je crois. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ce choix, et si tu as peut-être des endroits, justement, tu nous dis que tu as un peu traversé, est-ce que tu as des endroits, des expériences qui t'ont particulièrement marqué, des lieux peut-être ? Quel souvenir tu gardes justement de cette expérience en van ? Parce que moi, je trouve ça assez rigolo. Le souvenir que j'en garde, c'est vraiment la liberté. Et ça, je pense que tout le monde sera OK avec moi. En van, c'est vraiment la liberté d'aller là où il fait beau, quand tu veux, où tu veux, de rien réserver. Et c'est... Ouais, ça c'est vraiment génial. C'est manger simplement, avoir le strict minimum des affaires, parce que tu te rends vite compte que tu en as beaucoup trop mis dans ton van, et que plus tu mets des choses, moins tu as de place. Donc ouais, c'est vraiment le mot, c'est vraiment la liberté que j'en garde. Et d'ailleurs, c'est pas anodin, mais on a été coupé en fait de notre vie en van par le Covid, où clairement on a perdu toute liberté. Donc moi j'ai un peu mal vécu le début du confinement, parce que voilà, t'es là, putain, ça fait 1 an et demi qu'on est en mode liberté plus en van, et là on doit rester enfermé, on n'a pas le droit de sortir de plus d'1 heure. Ok, ça va bien se passer. Ouais, et puis enfermé déjà, bon, moi j'étais on peut être enfermé à la maison, là enfermé dans un van, t'es resté du coup en van, ou t'es peut-être retourné en famille Non, on a trouvé une coloc, franchement en van c'était très compliqué. C'était pas gérable. Ouais. Alors, j'imagine, du coup, tu vas visiter beaucoup d'endroits, beaucoup d'environnements aussi différents. Comment est-ce que tu t'es organisé pour réaliser tes séances d'entraînement ? Moi, ça m'intéresse parce que je t'avoue que dès que je suis en déplacement, je suis en galère. C'est-à-dire que dès que j'ai pas mes repères, dès que j'ai pas mes trucs, t'as vu, je te parlais tout à l'heure de l'anecdote à l'UTMB, mais c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, quand tu connais pas forcément les terrains, quand tu as besoin des fois de plat, tu peux avoir du relief, tu peux des fois avoir besoin inversement de... Comment est-ce que toi, tu as fait, même pour la motivation, des fois, j'imagine que ça doit être compliqué. Comment est-ce qu'on arrive, parce qu'à ce moment-là, tu étais déjà quand même dans le haut niveau, comment est-ce qu'on arrive à concilier cette mobilité avec l'entraînement d'un athlète de haut niveau ? Ouais, je sais pas si je me présentais comme une athlète de haut niveau à l'époque, mais en gros,
la décision que j'ai prise très rapidement, j'étais encore en voyage en Afrique du Sud, c'est que j'ai pris un entraîneur. C'est-à-dire que effectivement, j'appréhendais beaucoup le fait de passer d'un club à La Réunion où j'avais mes 2-3 entraînements avec les copains par semaine, je savais exactement où j'allais. Là, je me suis dit, wow, va falloir t'entraîner toute seule, la plupart du temps, parce que tu sais pas trop comment tu vas travailler. J'avais repris, en métropole, clairement, je travaillais un peu plus qu'à La Réunion. Donc, je faisais des remplacements, donc je bougeais beaucoup en France. Et ouais, la décision que j'ai prise, c'était vraiment, je prends un entraîneur, comme ça, je suis cadrée, je sais exactement ce que j'ai à faire. Au moins, il y a quelque chose dans ma vie qui sera cadré. Ce sera l'entraînement. Et en fait, après, là où je devais être organisée, c'était à peu près lui dire à l'avance comment je travaillais, où j'étais. C'est sûr que si j'étais dans un terrain plat, mes parents ils sont dans les monts du Lyonnais, donc effectivement aller chercher 1000 mètres de dénivelé, ça se trouve, mais c'est quand même compliqué pour préparer c'est l'année où je faisais la CCC par exemple. Ils devaient être au courant, non, ce week-end me colle pas des trucs sur un KV, sinon ça va falloir que je fasse des heures de route, quoi. Donc c'était vraiment ça la clé, c'était ok, moi je lui dis où je suis à tel endroit, s'il y a des boss, s'il n'y a pas de boss, s'il y a des trucs comme ça, et lui il s'adapte. Et ça s'est hyper bien passé et franchement c'est toujours le même entraîneur et je pense que quand tu t'es adapté à l'agenda que je lui donnais à cette époque-là, je pense que là maintenant c'est facile, quoi. Et du coup, cette transition vers un entraîneur avec un entraînement beaucoup plus cadré, beaucoup plus structuré, des fois ça peut être des appréhensions pour certains coureurs qui veulent garder un peu la liberté de choix, de ne pas avoir de contraintes dans l'entraînement. Toi, comment tu as vécu justement d'avoir quelque chose de beaucoup plus structuré dans tes entraînements? Est-ce que tu penses aussi que ça a été vraiment game changer, quoi? Ça t'a permis de passer des paliers, parce qu'il faut quand même de la rigueur quand on veut chercher la performance. Comme je te dis, en fait, moi c'était un choix pour me cadrer. Donc si le cadrage, tout le reste de ma vie n'était pas cadré, donc il fallait quand même que j'ai un truc. Mais ça passe sous sa case du coup. Et ouais, non, mais c'était vraiment volontaire et je voulais après, avec mon entraîneur, au début c'était quand même très cadré, mais ça demande beaucoup de communication, mais je pouvais aussi l'adapter, c'est-à-dire que non, là, changement de programme, ce week-end du coup je suis là, je suis capable de m'organiser et de voir peut-être un peu moins, mais encore plus maintenant, c'est-à-dire je suis capable de m'adapter à toute situation en fonction de mon quotidien, quoi. Donc pas de, c'est cadré, mais je me mets même pas les de stress, séances qu'il faut réaliser, les allures qu'il faut respecter, tu vois, dès qu'on a un entraîneur, quelque chose qui est très personnalisé, tu vois, tout ça, il faut savoir aussi ouais, le gérer. ça demande de l'adaptation. C'est sûr que, comme je dis toujours, un entraîneur, si tu changes tous les 3 mois, ça marche pas. C'est pas possible. Moi, je pense qu'il a bien fallu 1 an et demi, peut-être 2 ans même, pour avoir 100% confiance à l'avant-course. Ouais, je suis prête, parce qu'on a toujours des doutes. Oui, maintenant, ça fait 2019, 4-5 ans. Ouais, maintenant, c'est OK. Mais c'est sûr que oui, la première année, faut pas s'attendre à des... Donc non, moi, je le prenais juste hyper relax. Ouais, j'essaye de faire du mieux que je peux. Mais voilà, moi je suis pas du tout statistique, je suis visiblement pas comme toi. Je suis pas du tout statistique, je suis pas du tout matérialiste, donc j'essaye vraiment de faire au mieux ce que je peux, et en tout cas surtout la communication, quoi. Si j'ai pas fait, je vais dire non, là franchement là c'était impossible. Ça t'arrive souvent, ça d'ailleurs? Est-ce que ça t'arrive souvent de ne pas réussir des séances, encore aujourd'hui, est-ce que tu le sens pas? Et tu sais, souvent l'un des biais de l'athlète, c'est qu'on veut s'adapter au plan, alors que finalement des fois il faut aussi que le plan s'adapte à l'athlète, mais c'est pas évident, parce qu'il y a aussi un biais que quand c'est écrit, on a envie coûte que coûte de le faire, même quand tu donnes des allures, tu vois, des athlètes en telle ou telle allure, il va toujours aller chercher la séance la plus difficile. Je dis souvent, nous les athlètes, on aime bien rendre les entraînements plus difficiles qu'ils ne le sont vraiment. C'est vraiment une maladie qu'on a, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se reconnaître en ça. Toi, ça t'arrive aussi de bâcher un peu des séances, de louper moins en moins, j'imagine, mais c'est très rare, parce que je vais l'adapter. C'est-à-dire, soit je vais prendre la séance, je vais savoir qu'elle va être dure, qu'elle n'est pas forcément adaptée à mon planning, tout ça, mais je vais dire, ok, c'est pas grave, adapter, je fais au mieux que je peux, et ce sera toujours ça de prix, même si, ouais, c'est clair que là, je suis hors... mais moi, je regarde pas trop les chronos, ça va plutôt être les sensations, quoi. Ouais, là, franchement... je l'ai faite, mais honnêtement, je pensais à 1000 trucs de ma matinée, j'étais pas dedans, mais je l'ai faite, c'est toujours ça de prix. Soit je le prends comme ça, soit j'arrive à l'adapter et me dire, non, là franchement, Chris, je l'ai pas fait cette séance, je l'ai décalé à samedi parce que là, j'ai préféré faire un footing, c'était plus dans mon agenda, et maintenant, en plus, au bout des années, on arrive quand même à comprendre, même si j'ai besoin quand même qu'il me cadre sur pas mal de trucs.
mais je l'adapte avant tout pour que ça reste viable et durable en fait. Surtout, je pense que c'est la clé si on veut une durabilité dans l'entraînement. On va revenir un peu plus proche maintenant dans ton histoire avec un élément qui forcément a dû être marquant pour toi. Je crois en 2023, tu as dû faire face à une... alors, je parle sous ton contrôle, je vais sortir un nom médical. Si je n'arrive pas à le prononcer, viens à mon secours s'il te plaît. Alors, allez, je me lance. Endorophrose de l'artère iliaque externe. Je l'ai bien dit ou pas ? Yes. Ah, ça va, j'ai un bon point. Alors, c'est quand même une blessure qui a nécessité, je crois, une intervention chirurgicale. Une blessure, c'est toujours un moment délicat à gérer, à traverser pour un athlète, qu'on soit élite ou non. On passe par beaucoup d'émotions. Toi, comment est-ce que tu as traversé cette épreuve qui t'aurait éloigné de ta passion, la course à pied ? Eh ben ouais, moi surtout que c'était une de mes premières blessures. Clairement, j'ai fait plutôt des années linéaires et assez simple, hein. Franchement, je le dis, j'étais un peu là, ok, c'est trop cool, je progresse, et puis en plus de ça, pour l'instant, ça marche plutôt bien, donc je savais clairement que ça allait m'arriver, mais je pensais pas quand même avec une telle pathologie. Je le vois plus comme une pathologie plutôt qu'une blessure, parce que clairement, c'est une pathologie de l'artère qui arrive beaucoup chez les cyclistes, les cyclistes professionnels. Je peux vous faire un topo sur cette pathologie, mais en tout cas, déjà, ce qui a été dur à accepter, c'était le pourquoi ça m'arrive à moi, parce que clairement, actuellement, en ultra trail et en trail running, on est 2 à s'être fait opérer, avec Blandine Lirondelle qui s'est fait opérer 1 an avant moi quasiment. C'est dingue, parce que c'est pas une blessure commune. C'est très très rare, donc ça a été... Moi j'ai eu la chance d'être diagnostiquée très rapidement, donc déjà je pense que mentalement j'ai moins souffert que Blandine qui a été diagnostiquée en 1 an. C'est une blessure qui cause beaucoup de douleur à l'effort, ça il faut le préciser. Douleur à l'effort, en côte, et un peu au début, moi j'ai assez vite compris que c'était ça, mais parce que voilà, je connais pas mal de cyclistes qui se sont fait opérer et qui l'ont eu, mais ouais, c'est très bizarre, parce que dans le quotidien, en fait, ça te gêne pas du tout. Donc ça te gêne uniquement dans les séances de côte à haute intensité. Et à la fin, clairement, ça me gênait aussi sur les footings en côte. Mais c'est très bizarre, parce qu'on a un peu l'impression qu'on est fou, quoi. On se dit, mais attends, c'est quoi ce délire, quoi. Donc voilà, et une fois que tout a été diagnostiqué, il a fallu, comme toute blessure, une période d'acceptation de... moi, il y avait un peu le pourquoi moi, parce que clairement, c'est vraiment un coup de pas de bol. Ouais, sentiment d'injustice, mon passe tous par là. Sentiment d'injustice, vraiment. T'as voulu continuer aussi un peu le déni ? Il y a souvent déni, sentiment d'injustice. Est-ce que toi, t'as voulu quand même un peu continuer, essayer de voir si ça passait ? Non, moi, très vite, en fait, j'avais mis un dossard sur une petite course pour un peu me tester. Et en fait, là, j'ai vu que j'avais aucun plaisir, en fait. Et moi, je cours pas pour me faire mal comme ça. Enfin, ça peut paraître bizarre, parce que sur un ultra trail, on souffre beaucoup. Vous aimez bien ça, les là, je savais que c'était ma santé, en fait, qui allait pas, et je voulais pas me dire, ok, là, faut que tu fasses un ultra, parce que clairement, en fait, avec cette pathologie, la seconde étape qui était très dure, c'était est-ce que je me fais opérer, oui, non, et quand dans la saison. Et je me voyais pas faire une saison d'ultra, sachant que en plus, ils savaient pas trop, si sur 100 miles, je devais aller à la Western States. Ils savaient pas trop ce que ça allait donner sur 160 bornes de course à pied. Ok, c'est profil descendant, il y a pas trop de côtes, mais en vrai, j'avais fait 20 bornes un peu à haute intensité, j'avais des crampes de partout dans ma jambe, c'était... Ouais, puis aucun plaisir. Donc moi, à partir de ce moment-là, je cours pas pour me faire mal, quoi. Enfin, entre guillemets, pour me faire mal à mon corps, comme ça, j'ai besoin d'un minimum de sens à tout ça, quoi. C'est une excellente décision, et puis souvent quand on a mal, on va compenser, on va essayer d'aller chercher, si on a mal à droite, on va chercher à gauche, donc du coup on crée des blessures de compensation, parce qu'on va créer des déséquilibres, et là c'est un cercle vicieux, et souvent en fait c'est pour ça aussi, et ça m'emmène à ma deuxième question. Tu as une réathlétisation qui s'est visiblement très bien passée. Comment ça s'est déroulé justement, ce processus de réathlétisation à la compétition? Tu es passé par quelle étape? J'imagine que tu as dû faire ça très progressive. Je crois savoir, parce que j'ai des informateurs, j'ai des indices, que tu as fait de très belles séances cet été, un peu à l'image de François Daen, parce que je sais que lui aussi, François, il a fait de très très belles séances, et ce qu'on peut constater, c'est que le retour je sais pas, vous êtes au meilleur de votre forme, mais quand même je crois que tu n'étais pas très loin, parce que tu t'es très bien, et puis si tu t'alignes aujourd'hui, connaissant un peu la performance, on ne s'aligne pas quand on n'est pas sûr, surtout sur la diagonale des fous, ça passe pas. Justement, comment ça s'est passé, cette réathlétisation? Est-ce que tu es resté quand même un peu actif? Est-ce que tu as profité pour faire de la PPG, travailler peut-être d'autres parties du corps, parce que tu as super bien géré visiblement?
Ouais, bah déjà, il y avait une phase de 1 mois et demi de non-activité physique du tout. Je pouvais marcher, mais c'est tout. Donc, ce qui est pas négligeable, hein, quand même. Vous voyez, j'ai eu déjà, en fait, c'est quand même une chirurgie qui est très Emboîté, lourde. ouais. Donc, j'ai eu quand même 3 semaines, bah, clairement très compliquées. Hein. C'est pas une petite chirurgie, enfin, c'est une grosse chirurgie vasculaire. Donc, clairement, ouais, il y a 3 semaines très compliquées. Et après, il restait 3 semaines où là, je pouvais marcher un peu, mais là, j'avais clairement rien envie de faire. Enfin, moi, j'ai vraiment pris aussi cette pathologie et cette expérience en mode, ok, là, en fait, t'offres à ton corps 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois de pause. Je pense que ça va pas être négligeable pour la suite, donc prends-le vraiment. Donc j'ai vraiment, je me suis dit, ok, là, même tu coupes avec le trail, tu coupes un peu avec tout, donc j'ai vraiment profité pour revoir plein de gens, pour faire Donc d'autres pas choses. de muscu, pas de Rien natation, du tout. pas de... Non, t'en as profité Rien. en fait. Mais de toute façon, je pouvais vraiment rien faire. Hein. Clairement, Ouais, il fallait ouais, pas de que toute le façon, cœur il opération, monte. Il fallait pas que l'artère se déchire, quoi. Donc, tu Ah. vois, en gros, de toute façon, le chirurgien, il te dit, tu fais rien pendant 6 semaines, sinon C'est non sinon négociable. tu meurs, quoi. Ton artère, elle saute, tu meurs. T'es là, bon, ok, je vais rester au lit. Clairement, hein, c'était ça. Et puis moi, ça n'a pas été compliqué. calme. 6 semaines, c'est Ah, rien. c'est quand même pas mal. Enfin, C'est 6 beaucoup, semaines, mais à la fois, c'est rien. Et puis, je savais que, de toute façon, le bénéfice d'un repos fait aussi énormément de bien, quoi. C'est clair. Justement, la réalisation, comment ça s'est passé? Combien de temps t'as mis le premier run que t'as fait? Voilà, là c'est dur parce que le cardio il est haut, parce qu'on a la sensation, on retrouve un peu bah, c'est un peu comme quand on débute, quoi. Et là, psychologiquement, c'est déstabilisant. On a tendance aussi à vouloir comparer le niveau que j'avais avant. Et puis souvent, la blessure, ça arrive souvent quand on est au pic de forme. C'est toujours au mauvais moment, donc c'est encore plus frustrant. Toi, comment ça s'est passé un peu? Est-ce que tu te souviens de ce premier run que tu as refait quand tu as eu le droit de courir? Et là, qu'est-ce que tu t'es dit, quoi? En fait, bizarrement, bah déjà, je n'avais pas du tout cherché à me comparer parce que je savais que j'étais pas en méforme, mais oui, que de toute manière, ça servait à rien de se comparer. Non, surtout, moi, j'étais hyper contente de rechausser les baskets, de pouvoir jogger 1 minute tranquille pour réadapter un peu le corps dans un environnement voilà, qui me plaît. Et là où je voulais le faire, c'était pas genre imposé, genre aujourd'hui tu vas courir. Enfin, j'étais juste, je vais balader et puis là, si je peux courir un peu, je vais courir. Et en fait, bizarrement, assez vite, je me suis sentie assez bien en fait. J'ai pas eu de phase où c'est comme c'est dur, le cardio il est dans les chaussettes. Enfin, oui, j'ai eu une période d'adaptation, ce qui est complètement normal, mais comme je me suis pas comparée, et puis je pense que la coupure a fait quand même énormément du bien. C'est un peu comme quand on fait une coupure. Moi, je fais des grosses coupures. Bah là, par exemple, post au Grand Raid, en fin de saison, ça dépend quand c'est. Mais quand donc c'est la habitué, reprise, en fait. quand c'est la reprise, bah, tu vas progressivement et souvent, bah, en fait, la fraîcheur te fait toujours du bien, quoi. Enfin, Tu coupes combien de temps, toi, justement, hors blessure, généralement? ça dépend, mais minimum 3 semaines, 1 mois, puis c'est un peu à l'envie, en fonction de la saison. Si y a de la neige, ça peut être de la neige. Si c'est l'hiver, si c'est pas l'hiver. Mais franchement, je pense que ouais, les gens, quand je vois un peu post-UTMB, là, les gens qui reprennent les baskets hyper vite, parce que bah, c'est vrai que c'est pas l'hiver, il y a encore des belles journées, je peux comprendre que l'envie soit là. Mais moi, clairement, l'envie, si elle est pas là, j'y vais même pas, quoi. Enfin, c'est même pas négligeable. Donc ouais, franchement, 3 semaines. Et puis après, souvent, je coupe aussi en plan d'entraînement. Donc, je suis arrivée à faire des coupures de 3 mois avec mon entraîneur. Pas que je l'aime pas, mais que j'avais envie de faire au feeling. Donc, je fais au feeling et puis on voit un peu. Ça dépend des années, hein, je fais pas ça tous les ans, mais il y a des années, ouais, j'ai fait 3 mois. Donc, ça fait partie aussi, je pense, de la coupure mentale qui est pas négligeable non plus. Mais ça, c'est hyper intéressant et vraiment, je parlais tout à l'heure de l'intelligence de course. Et l'intelligence de course qui englobe beaucoup de choses. La gestion, la capacité de s'entraîner, ce que tu disais tout à l'heure, l'adaptabilité. L'intelligence de course, pour moi, c'est la première qualité d'un ultra-trailer, bien avant sa capacité à descendre, bien avant sa capacité à monter, bien avant sa capacité à courir vite sur le plat, à bien se ravitailler. C'est courir intelligemment. C'est une épreuve qui dure tellement longtemps, sur laquelle on passe par tellement d'émotions, qu'il faut toujours avoir l'esprit en fait lucide et pas faire n'importe quoi. Et ce que tu me dis, c'est-à-dire ne pas comparer, mais ça et moi le premier, on est nombreux à vouloir tomber dans ce piège-là, on est nombreux à ressasser un peu le passé, à se dire que c'est injuste. Voilà, une fois que tu étais dans l'acceptation, c'était difficile comme tout le monde, mais t'es pas tombé dans ces travers-là, et ça c'est très très riche d'enseignements parce que voilà quoi, si on compare pas, si on se dit je suis juste content de pouvoir recourir sans avoir mal, rien que ça c'est un bonheur, bah en fait c'est super positif. Et tu le dis, tu coupes aussi pas mal de temps, et ça c'est quelque chose que je remarque, c'est les athlètes qui ont justement l'habitude de couper
et en fait qui savent comment ça se passe la réalisation, qui savent qu'on revient, qui savent aussi que on revient toujours, c'est toujours sauter, reculer pour mieux sauter. Et quelqu'un qui coupe jamais ou qui va couper juste 4-5 jours comme ça et qui court lâche l'année, dès qu'il est confronté à ça, il est paumé, il sait plus quoi faire et c'est très dur psychologiquement pour lui. Alors que toi, finalement, le corps, il sait que même si tu t'arrêtes, que ça va reprendre. Donc même, je pense quand même dans la mémoire musculaire, dans ces choses, dans le mental, le corps, il sait que potentiellement, même si tu t'arrêtes longtemps, il sait que ça va revenir, quoi. Il va falloir revenir. Alors c'est très empirique, ce que je dis, j'ai pas d'études, mais j'ai quand même vraiment remarqué ça, quoi. Et ça, c'est dans toutes les disciplines sportives, donc c'est vraiment top. Et voilà, je conseille vraiment tout le monde de suivre cette philosophie-là parce que c'est vraiment l'une des clés de la réussite. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, tu n'as pas encore couru la Diagonale des Fous. Nos auditeurs qui nous écoutent savent le résultat. Eux, tu vois, ils sont dans le futur. Là, cette année, je l'ai dit, Trail du Bourbon, la Mascarène, tu les as déjà gagnés. La Diagonale des Fous, malheureusement, c'est une 5e place. Ce serait quand même la classe, au moins de monter sur le podium et d'enchaîner un peu ces victoires. Je ne sais même pas si ça a déjà été fait. Tu serais peut-être la première à avoir décroché les médailles d'or dans les 3 disciplines, enfin dans les 3 épreuves. Cette année, une course assez ouverte. Cathy, que tu connais très bien, je crois que vous êtes amis, qui est aussi redoutable. Voilà, est-ce que quand même cette victoire à la Diagonale, elle te fait rêver ? En fait, je reviens pas pour à la Diagonale cette année et je pense que voilà, tout le monde l'a compris avec l'année que j'ai vécue. Je reviens pas pour chercher une gagne forcément parce que faut pas te mettre la pression de toute façon. Ouais, en gros, ce serait un peu saboter, tu te saboterais. Ouais, ce serait vraiment se mettre une pression inutile parce qu'après l'année que j'ai vécue, moi, c'est comme là faire la Diagonale des Fous, c'est comme mon premier footing après 6 semaines dans le canapé, quoi. Je suis juste comme une enfant à l'idée de me dire putain, mais en fait, il y a 4 mois et demi, 5 mois. Déjà, c'est oser ce que je fais parce que, ouais, il y a 4 mois et demi, j'étais au fond de mon lit d'hôpital et je pouvais pas me lever, quoi. Donc en fait, tu passes dans des états tellement. Tu te dis, waouh, la vie, elle tient vraiment à rien. T'es là, dans ton lit, tu peux pas bouger. Enfin, c'est quand même. Et tu te dis, bon, ok, là, en fait, je suis au départ, je suis prête. Effectivement, j'ai fait une préparation qui est complètement différente de ce que j'ai pu faire parce que forcément, j'ai pas voulu essayer de rattraper le temps, essayer de rattraper les kilomètres que j'avais pas fait. Donc j'ai axé effectivement sur plus de renforcement musculaire, chose que je faisais pas du tout parce qu'il fallait clairement que je me remuscle. C'était plus facile de me remuscler un peu plus que d'enchaîner les kilomètres. Donc du coup j'ai fait un peu plus ça. Et puis voilà, et puis il y a surtout, je voulais bien choisir ma course de manière à ce que ma motivation elle soit autre part que la performance. Et là je pense que j'ai tout pour réussir cet objectif-là en tout cas. C'est revenir à La Réunion. Déjà c'était un objectif pour moi parce que ça fait 2-3 ans que j'essaye de venir à la Diag mais que je n'y arrive pas parce que je suis pas forcément en forme dans l'été et du coup voilà, déjà revenir à La Réunion sur une course de cœur, sur une course que j'ai déjà faite, mais c'est sûr que c'est ambitieux, par contre ça faut pas se leurrer. C'est ambitieux, c'est courageux et c'est courageux. Voilà, donc on verra. Donc oui, je suis prête. Oui, par contre j'ai profité pleinement de ma prépa, c'est-à-dire que chaque sortie, chaque week-end où je me sentais bien et j'étais bien, là j'ai dit profite parce que de toute façon c'est toujours ça de prix et tu sais pas ce qui va se passer en fait à la Diagonale. Donc t'as aucune pression aussi, c'est aussi un avantage. Quelque part, t'as cette petite carte un peu qui fait que tu reviens de blessure, que c'est déjà incroyable. Exactement. Que tu puisses t'aligner, donc c'est vrai que c'est top, quoi. Voilà, donc ça peut paraître un peu fou pour certains, mais pour moi ça a du sens. Et puis l'objectif clairement c'était aussi, ça fait un moment que j'ai pas refait de 100 miles, mon dernier date de la Western l'année dernière. J'en ai pas fait 50 des 100 miles. Tout le monde dit que je suis une ultra traileuse, mais j'ai fait une Diag, un UTMB et une Western. Ouais, UTMB, tu fais 2. La Diag, tu fais 5 pour ton premier ultra sur un trail. C'est quand même pas mal. Mais voilà, des expériences sur ultra trail, j'en ai 3. Et autant le 100K, pour moi, il passe très bien. C'est une distance que j'aime énormément, que j'apprécie. Je prends le départ d'un 100K, j'ai encore fait Cape Town là au mois de décembre l'année dernière, c'est ma plus récente course un peu internationale. Ouais, franchement, c'est une distance que je maîtrise. Je peux dire à peu près que je la maîtrise cette distance-là. 100 miles, je peux pas vous dire que je la maîtrise. C'est exactement comme sur route avec le semi et le marathon. Tu peux être un très bon coureur de semi et sur marathon, ça passe pas forcément. Et on l'a vu à l'UTMB sur les coureurs de 100K. Pas tout le monde s'en est très très bien sorti. On nous prédisait justement l'arrivée un peu des coureurs de 100 qui allaient faire très très mal et on voit que la transition elle est loin d'être si évidente. Elle est vraiment dure. Mais j'ai l'impression qu'on le dit pas assez. C'est-à-dire que moi tout le monde me dit ah non mais tu verras CCC UTMB c'est un bel enchaînement, c'est pareil.
Non, pour moi, les 50 derniers kilomètres sont toujours aussi durs. Donc en fait, je viens aussi prendre de l'expérience, préparer l'année prochaine. Parce que je me suis dit que si je préparais l'année prochaine, un peu au mois d'avril-mai, j'allais me mettre aussi quand même une pression supplémentaire d'aller faire un 100 miles en avril-mai avec l'hiver en métropole. Moi, j'aime bien skier, tout ça l'hiver. Donc j'ai dit, ok, prends ce qu'il y a à prendre là en cette fin d'année sur une course de cœur, en expérience. Essaye de boucler un 100 miles, de toute façon, voilà, tu verras bien ce qui se passe, il n'y a pas de pression. Et puis voilà, donc j'ai plein d'autres objectifs que de gagner le Grand Raid. Est-ce qu'il y a d'autres courses, justement, un peu, tu as eu la chance de faire l'UTMB, tu as eu la chance de faire la Western, tu as eu la chance de faire la Diag. Est-ce qu'il y a d'autres courses, justement, qui te font un petit peu rêver? Ouais, il me manque la Hard Rock quand même. La Hard Rock, j'ai mon ticket depuis quelques années, là, 3 ans, donc c'est un tirage au sort. Voilà, c'est la deuxième course aux États-Unis un peu. En fait, l'année dernière, j'avais fait 2 mois aux US. J'étais allée sur la Hard Rock et j'avais vraiment, vraiment aimé l'ambiance. En fait, les courses US sont quand même bien différentes des courses françaises métropole, même à La Réunion. Là, c'est quand même bien différent. On est très peu nombreux au départ, mais il y a quand même une ambiance qui est vraiment particulière. Et ouais, la Hard Rock, j'ai vraiment envie d'aller. J'ai envie d'aller à Madère aussi, des courses un peu comme ça, mais à l'allure de 100 miles par an, ça va pas très vite, quoi. Pas trop d'enchaînement. Non. Pas évident d'avoir un dossard à la... Ouais, la Hard Rock, il n'y a vraiment pas de ticket d'or, entre guillemets, ou de golden ticket, parce que tu peux avoir sur la Western. Par exemple, comme il y avait sur Nice, là, 1 et 2. Merci infiniment Camille, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi, j'espère que nos éditeurs aussi. Je te souhaite tout le meilleur pour cette reprise de l'Ultra et puis au plaisir de te retrouver sur une course. Merci beaucoup pour ce temps. Merci à toi.